Aujourd'hui, à l'heure du développement durable, on aborde le sujet de l'autonomie alimentaire. Qu'est-ce qu'une autonomie alimentaire saine et durable? Quelles sont les transformations que nous devons faire dans notre mode de production et de consommation? Pour approfondir ces questions, je rencontre Caroline Lapierre, analyste agriculture et système alimentaire chez Équiterre, Chantal de Montigny, coordonnatrice accès à une saine alimentation chez Vivre en Ville, et Guillaume Quentin, co-initiateur et directeur général de la Transformerie. Démystifions l'autonomie alimentaire, le terme en tant que tel. Oui. On se rappelle, pendant la pandémie, à certains moments, on s'est un peu rendu compte que nos chaînes d'approvisionnement étaient peut-être plus fragiles qu'on pensait. Et donc, les gens se sont mis à davantage jardiner, on s'est rué sur la levure et la farine pour faire du pain. Et puis, le gouvernement a fait un peu la même chose, mais au niveau des politiques publiques, et est arrivé à l'automne 2020 avec des subventions, du soutien à l'autonomie alimentaire. C'est un terme qui est un petit peu nouveau, qui est encore pas toujours très bien défini. Donc, une des choses qui participe à l'autonomie alimentaire, c'est ce qu'on appelle l'auto-approvisionnement ou l'autosuffisance, c'est-à-dire jusqu'à quel point on est capable de produire localement ce qui est consommé par la population locale. En général, l'autonomie alimentaire va aussi être un petit peu plus large, où on va tenir compte également de la diversité des produits et de l'accessibilité pour les gens. Donc, ce n'est pas seulement la quantité d'aliments, mais aussi diversité et accessibilité. Et puis, quand on regarde, on peut voir ça un peu l'autonomie alimentaire ou l'autosuffisance alimentaire comme un continuum. C'est-à-dire que d'un côté, on peut être complètement autosuffisant, être en autarcie, et donc on produit pour notre population 100% de ce qu'elle mange. De l'autre côté du spectre, on peut être totalement dépendant des importations venant d'autres pays. Ce qui est problématique quand on va dans ces extrêmes-là, c'est que s'il arrive un effondrement des récoltes, ce qu'on appelle en anglais un crop failure, ça peut être dû à une sécheresse, de la grêle, des insectes ravageurs, une maladie. En général, c'est une combinaison de ces choses-là aussi. Et là, si on est en autarcie, puis que nos récoltes s'effondrent, on va avoir de la difficulté à nourrir notre population. De l'autre côté, si on importe majoritairement les denrées pour nourrir notre population, comme beaucoup de pays présentement, Moyen-Orient, en Afrique, dépendent beaucoup des exportations de l'Ukraine, et puis là, ça met leur sécurité alimentaire en péril. Donc, d'avoir un certain taux d'auto-approvisionnement, mais aussi une certaine interdépendance, donc d'avoir quand même des importations alimentaires dans notre système alimentaire localement, c'est probablement ce qui va maximiser la sécurité alimentaire de la population de façon globale. Si on pense Québec-Canada présentement, le pourcentage ou le ratio, est-ce qu'il est comme bien équilibré ou pas du tout? On était des pays où il y avait une forte agriculture vivrière, hein, parce que historiquement, c'est comme ça que ça s'est développé. On considère que dans les années 50, il y avait environ 150 000 fermes qui fournissaient 3/4 de l'alimentation des Québécois-Québécoises. Okay. Aujourd'hui, on est rendu au Québec à 29 000 fermes. Les fermes ont augmenté leur productivité, sont plus spécialisées, et on a aussi fait un choix de structurer notre modèle agricole pour être capable de faire de l'exportation, entre autres pour des questions de balance commerciale. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde le taux d'autonomie alimentaire global pour le Québec, on trouve vraiment beaucoup de chiffres. Ça varie de 30 à 53 Okay. Mais il y a plusieurs données qui sont autour du 30, plusieurs données autour du 50 Ce qui explique la différence, c'est un peu ce qu'on choisit d'inclure dans ce calcul-là. Quand on est à 50 ou 53 comme on a entendu des fois de la part du ministère de l'Agriculture, c'est qu'on va inclure dans le calcul d'autonomie alimentaire les aliments qui sont transformés au Québec. Okay. Mais ce n'est pas parce que c'est transformé au Québec que c'est fait avec des aliments qui sont produits ici. Des fois, c'est fait avec des aliments qui sont importés en tout ou en partie. Donc, si on veut vraiment calculer notre taux d'autonomie alimentaire, mais vraiment en se basant seulement sur ce qui est produit ici, on retombe à 35 d'autosuffisance. Donc ça, c'est un taux qui est global et qui ne tient pas compte là, des disparités qu'il peut y avoir d'un secteur à l'autre, qui sont parfois même très grandes.
Donc, il y a différents secteurs au niveau de l'auto-approvisionnement, autosuffisance. Comment ça se démêle tout ça? Oui. Donc, je vais rentrer par l'angle des productions qui sont sous gestion de l'offre. Donc, le lait, la volaille, les œufs. Quand on regarde le calcul qui est fait, les données montrent qu'on est autour de 100 d'auto-approvisionnement, ce qui est logique, parce que le système de la gestion de l'offre vise justement à ce que la production corresponde à la demande. Donc, tout va bien. Ensuite, si on continue du côté, qu'on reste dans le domaine de l'élevage, donc de la production animale, on a des grandes disparités. On va avoir au Québec, le secteur bovin va être à 36 d'auto-approvisionnement. Donc, c'est un élevage qui est présent, qui est soutenu par le gouvernement, mais qui a une place moindre. OK. À l'autre extrême, on trouve, par exemple, la production porcine, où là, on est à 400 400 Oui, ça veut donc dire qu'on produit 4 fois plus de porc que ce qu'on consomme. Et c'est pas un hasard, hein? C'est pas arrivé parce que tout le monde aime donc produire du porc. Ah oui. Et puis oui, on aime manger du porc, mais on en produit quand même 4 fois plus. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Ce sont des décisions gouvernementales, des choix qu'on a faits de comment on va structurer notre modèle agricole. Et le porc, spécifiquement, et le veau également, sont des productions animales destinées à l'exportation. Un peu ce que je nommais tout à l'heure, donc qui permettent d'avoir une balance commerciale positive. Et si on s'aventure du côté des productions végétales, on est dans un climat nordique, donc on s'en doute qu'il y a des défis à ce niveau-là, mais quand même, il y a des productions où on fait très bien, entre autres tout ce qui est légumes de conservation. Donc la pomme de terre, si ma mémoire est bonne, on est autour de 97 On a investi dans des entrepôts, des espaces d'entreposage, et on est capable, à l'année longue, d'avoir des pommes de terre du Québec à l'épicerie. Un peu la même chose pour les oignons, rutabaga, les betteraves, donc tout ce qui est de conservation, on s'en sort bien. Pour le frais, souvent on va se retrouver en surplus pendant la saison des récoltes, donc on en exporte une partie et bien sûr en hiver on en importe. Et les entreprises de production en serre viennent permettre de quand même approvisionner localement en légumes et frais pendant l'hiver. Donc, ce qui est intéressant, quand on reste dans les cultures végétales, le moins bon taux d'auto-approvisionnement se trouve au niveau des céréales à consommation humaine. Okay. Donc, on est à 12 Et cette donnée-là, elle est à corréler avec les superficies qui sont destinées à l'alimentation animale. Donc, au Québec, à peu près 50 des terres agricoles, ce sont des terres destinées aux grandes cultures. Donc, celles qui prennent beaucoup d'espace, on pense au maïs, au soya, au blé, à l'orge, l'avoine et tout ça. Et dans ces superficies-là, 73 des superficies servent à nourrir les animaux d'élevage. On l'a vu, ils ont un gros poids dans notre modèle agricole. Oui. Il faut les nourrir. Donc, la majorité de nos superficies servent à nourrir des humains, mais indirectement, à travers la consommation de produits animaux. Si on utilisait ces superficies-là pour nourrir des humains directement, on arriverait à nourrir plus de gens et probablement à exporter davantage. Donc, ça serait souhaitable de viser un modèle qui ressemblerait plus à ça, une plus grande proportion de céréales dédiées à la consommation humaine. Oui, dans un contexte où, avec les changements climatiques, il va y avoir de plus en plus d'aléas. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être aussi facile d'avoir des bonnes récoltes ici comme ailleurs dans le monde. Donc, d'utiliser autant de ressources pour nourrir des humains, mais en passant par la production animale, on serait plus efficace, on nourrirait plus de gens. Si on allait vers des cultures à consommation humaine, le lien se ferait plus directement. Et donc, toi, Chantal, tu travailles chez Vivre en Ville. Qu'est-ce que cet organisme-là fait concrètement? Bien, Vivre en Ville travaille à développer des communautés plus viables de façon générale. Et en alimentation, c'est sûr que c'est important, tout ce qui est attrait à l'agriculture, à la transformation des aliments, à la distribution des aliments, comment est-ce qu'on se les procure. Donc, ça a un impact sur la viabilité d'une municipalité. Donc, est-ce qu'on peut aller se nourrir à proximité en limitant les déplacements? Est-ce qu'on peut trouver des aliments qui sont bons pour la santé de nos enfants? Est-ce que c'est des aliments qui vont nuire ou pas à l'environnement? Tout ça, c'est des éléments qu'on peut regarder. Puis Vivre en Ville travaille de façon vraiment intense à accompagner les différentes municipalités du Québec, mais aussi toutes les régions du Québec,
à améliorer cet accès à une saine alimentation. OK, donc l'accès à une saine alimentation, je trouve ça intéressant comme principe parce qu'on n'y penserait pas de cette manière-là nécessairement. Ça veut dire quoi? L'accès à une saine alimentation, c'est de pouvoir avoir en tout temps, indépendamment de sa situation financière, accès aux aliments qu'on veut, qui sont intéressants pour notre santé, mais aussi pour notre goût, notre culture, notre façon de vivre. Pour pouvoir concrétiser cet accès-là, il faut avoir à proximité des lieux où on peut acheter ou aller chercher des aliments. Oui, effectivement. À proximité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. On parle de périmètre. C'est ça. Quand on est en ville, on parle d'1 kilomètre environ. Okay. Quand on est plus en milieu rural, on parle plus de 16 kilomètres. 16 kilomètres? Ah, il y a une grosse différence. Oui, parce qu'on est en voiture habituellement. Mais très souvent, vous allez peut-être être surprise, mais les gens sont à grande distance. On a 45 de la population du Québec, en ce moment même, qui est à une distance trop grande, au-delà d'1 kilomètre ou de 16 kilomètres. Donc, les personnes sont loin de leur épicerie ou de leur supermarché ou de leur marché public. Donc, c'est limité dans le fond. C'est un accès qui dit limité. Puis il y a des gens, c'est pire, ils sont dans des situations de désert alimentaire. Puis ça, un désert alimentaire, c'est que tu es loin de ton lieu d'approvisionnement alimentaire, mais tu es un quartier, tu es dans une communauté qui est défavorisée sur le plan plus matériel, social. Donc à ce moment-là, quand tu combines ces deux-là, les deux éléments, on appelle ça un désert alimentaire. Puis on est 6 au Québec à vivre dans un désert alimentaire. Puis quand on parle du milieu rural, ça monte à 13 Pour assurer l'accès, il y a un autre élément que je dois mentionner qui est bien important, c'est les connaissances, les habiletés. Parce que c'est bien beau de dire, avoir accès à une épicerie où on peut acheter des aliments sains, mais comment les choisir? C'est quoi un aliment sain? C'est quoi un aliment durable? Donc, quand on parle de choisir nos aliments, ça a l'air simple, mais en réalité, ça a un grand impact. Qu'est-ce qu'on choisit comme aliment? Est-ce qu'on choisit des aliments qui sont locaux, qui sont de saison? Point de vue émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait la plus grosse différence, souvent, on a tendance à penser que c'est le kilométrage alimentaire, le transport. On en parle beaucoup. Au final, ça représente 11 pour un aliment, la portion de l'émission de gaz à effet de serre qui est reliée au transport, c'est très minime. Ce qui fait la plus grosse différence au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est de passer de l'alimentation davantage animale à une alimentation davantage végétale. C'est là qu'on fait le plus de gains. OK. Donc, nous, souvent, on met de l'avant régime de santé planétaire, guide alimentaire canadien, tout ça est cohérent. Il nous montre qu'un régime davantage végétal, c'est ce qu'on devrait viser. Ensuite, c'est sûr qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de l'économie locale. Donc, le critère local demeure important, mais nous, on aime bien le croiser chez Équiterre avec local et de saison. OK. Parce que la tomate, par exemple, je prends cet exemple-là, c'est comme la reine des jardins, la reine des serres. On n'a pas énormément de gains au niveau environnemental en faisant de la tomate de serre. Ça dépend vraiment du mode d'énergie qui est utilisé. Donc, tant qu'on reste dans les combustibles fossiles pour chauffer les serres, c'est le même nombre de gaz à effet de serre émis que si on faisait venir une tomate de champ du Mexique. La façon d'arriver à avoir un gain environnemental, ce serait que les serres soient chauffées à l'électricité, avec peut-être des ajouts de géothermie, puis une électricité qui, bon, on a l'hydroélectricité, peut-être du solaire et de l'éolien, mais des énergies renouvelables. À ce moment-là, on commencera à faire des gains au niveau purement des émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous, on aimerait dire, bien, prenons donc des récoltes qui sont disponibles ici en saison. Donc, la fraise, la tomate, mangeons-les l'été, faisons des réserves pour l'hiver. Il y avait quelque chose de très sage dans ce que faisaient nos ancêtres. Est-ce qu'on diminue nos emballages en allant dans les épiceries de vrac, par exemple? Est-ce qu'on diminue le gaspillage en utilisant tout le contenu nutritif de nos aliments? Donc, manger localement, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est de connaître qui sont les gens autour de nous qui produisent ces aliments-là. Donc, faire des liens. Dans une communauté nourricière, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend, on développe des liens avec les autres parties prenantes qu'on appelle de la communauté. Donc, les agriculteurs qui offrent des paniers, par exemple, de fruits et légumes. Est-ce qu'on les encourage en achetant leurs produits? Également, il y a des jardins communautaires, des jardins comme ici de permaculture, solidaire, des jardins collectifs. Est-ce qu'on en profite? Dans l'implication, justement, dans des lieux comme ça, dans les communautés nourricières, ça peut ressembler à quoi?
Mais une personne qui veut s'impliquer, qui veut faire un changement, naturellement, on disait tantôt, son choix alimentaire, c'est important, se réseauter, apprendre à connaître les gens, travailler avec ces gens-là, mais aussi s'engager lorsqu'on a des occasions de donner notre opinion. On est sondé par rapport à ce qu'on aimerait, nos rêves dans une communauté nourricière. C'est important d'y aller. C'est important aussi de participer à la mise en œuvre parce que c'est sûr qu'une communauté nourricière ne peut pas devenir nourricière sans les gens. Donc, les gens doivent travailler ensemble, les consommateurs, les citoyens, bien, leurs choix alimentaires font une différence, mais aussi l'aide qu'ils peuvent venir donner aux champs, par exemple, pour ramasser la transformation, l'éducation aussi. Les gens en savent beaucoup, hein? On parle les transmissions intergénérationnelles, oui, donc absolument. des personnes qui en savent beaucoup, puis on a besoin de les entendre là-dessus. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on va réussir à concrétiser le droit à l'alimentation. Parce qu'on parle, oui, le droit, c'est un droit s'alimenter sainement et durablement pour les générations futures, mais comment est-ce que concrètement on peut faire ça? Bien, c'est en s'impliquant dans une communauté nourricière. Les municipalités ont la possibilité de mettre en place des choses vraiment concrètes en termes de politique, de réglementation, de soutien, de communication, qui fait en sorte que tout le monde va pouvoir justement avoir accès à des aliments sains. Il y a des recherches qui montrent que les processus même de transformation des aliments ont un impact environnemental. C'est aussi, quand on y pense un petit peu, on se met à mettre énormément de ressources pour produire des aliments et entre la terre et la table, on perd ces nutriments-là par la surtransformation. Oui. Donc, dans un monde où la production alimentaire va être un petit peu plus fragile avec le changement climatique, peut-on se permettre de perdre des nutriments? L'autre aspect, c'est que les aliments ultra-transformés ou surtransformés sont associés à l'augmentation des maladies chroniques. Hein, le diabète, l'hypertension, les maladies coronariennes. Donc, là, quand on parle d'aliments surtransformés, on va parler de biscuits, craquelins, gâteaux, petits plats préparés, toutes ces choses-là qui sont faites en usine? Oui, okay. Il y a différents niveaux de transformation. On pourrait se référer à la classification de Nova, 0 étant pas transformé du tout, donc le fruit et légumes bruts. Tel quel. 2, on est plus dans les ingrédients pour cuisiner, donc l'huile. Le fromage, on est déjà à 3, mais 3, c'est comme si on avait vert, jaune, orange. Moi, quand je parle des aliments surtransformés, c'est la catégorie 4 qui est en rouge, celle où on a... chacun des ingrédients n'est pas un aliment. On ne pourrait pas manger cet ingrédient-là tout seul. C'est un amalgame d'ingrédients qui sont des parties d'aliments. C'est très... c'est comme si on avait défait tous les matrices et qu'on avait recombiné. Ça donne des aliments qui fournissent beaucoup de calories, qui ont une durée de tablette, une durée de vie sur la tablette qui est très, très grande. Hein. C'est pour faire des bonnes marges de profit puis avoir une diversité alimentaire, c'est génial, mais pour la santé, ça l'est moins. La santé humaine et environnementale. Et puis, évidemment, l'emballage en tant que tel a un impact environnemental, mais aussi un impact sur la santé. Il y a des molécules, des plastiques dans les emballages qui se transfèrent aux aliments. Donc, c'est un peu le quatuor qu'on aime mettre de l'avant. Donc, végétal en premier, local et de saison, peu transformé ou pas transformé et peu ou pas emballé. Donc, partez avec ça, plus la photo du guide alimentaire. Oui, une petite combinaison d'éléments qui peuvent nous assurer une épicerie qui va être plus saine, plus locale. Et tu as parlé de saine autonomie alimentaire. Oui. J'aimerais ça t'entendre un petit peu plus sur le terme de saine autonomie alimentaire. Tout à fait. Bien, pendant la pandémie, quand le gouvernement a injecté plusieurs millions de dollars pour l'autonomie alimentaire, on a vu des mesures une vision qui était très économique, des mesures qui étaient très axées sur la production, la productivité, l'automatisation, les segments de marché, et tout ça. Donc, nous, on trouve que c'est important qu'il y ait aussi des critères qualitatifs, pas juste quantitatifs à l'autonomie alimentaire. Parce que, au final, si on a un système alimentaire qui utilise des méthodes de production qui sont délétères pour l'environnement, qui polluent, qui dégradent l'environnement, ou qui nous fournit des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé, c'est un peu comme si la branche sur laquelle on est assis. Oui. Donc, nous, on trouve chez Équiterre que c'est impératif que l'autonomie alimentaire soit saine.
Le gouvernement a commencé à parler d'autonomie alimentaire durable. Fait qu'on est très d'accord. Oui. Et nous, on les relance en disant autonomie alimentaire saine et durable, où on va vraiment respecter deux impératifs qui sont que ça doit favoriser et maintenir la santé humaine et aussi favoriser et maintenir la santé environnementale. Puis là, je les nomme séparément, mais dans le fond, c'est une seule et même chose. Quand on y pense, c'est dur d'avoir des humains en santé dans un environnement qui est pollué ou dégradé. Ici à Montréal, plusieurs organismes agissent au quotidien pour diminuer le gaspillage alimentaire. Certains ont même des ambitions plus vastes. La Transformerie en est un bel exemple. La Transformerie, c'est quoi? La Transformerie, notre but, c'est que tout le monde tombe en amour avec les aliments. On veut que le gaspillage alimentaire n'existe plus. On veut enrayer le gaspillage. Puis le projet Rescapé, c'est notre premier projet qui date d'un petit peu plus de 3 ans et demi, mai 2019. On vient réduire le gaspillage alimentaire puis on vient aider à combattre l'insécurité alimentaire. Fait que comment ça se fait concrètement? C'est qu'on est dans Rosemont-la-Petite-Patrie. On collecte des invendus alimentaires d'épicerie. On reçoit aussi des dons de distributeurs alimentaires. Et à partir de la nourriture qu'on reçoit, il y a 26 environ le quart qu'on valorise, qu'on met en valeur dans les produits rescapés. Fait que c'est 10 produits, 6 tartinades, 2 marmelades, 2 sauces. Et également, avec l'autre partie des aliments, c'est 67 le 2 tiers, on vient le redonner à des organismes en dépannage alimentaire pour aider des gens dans le besoin. Fait que c'est, je dirais, là, à la fin 2022, on est rendu à 150 000 kilos de nourriture sauvée. 150 000 kilos Ouais. de nourriture sauvée, c'est quand même beaucoup. Et là, on considère juste les invendus des commerces de Montréal, essentiellement, j'imagine? C'est les donateurs, en fin de compte, ouais, c'est toutes des organisations de Montréal. Fait que principalement Rosemont-la-Petite-Patrie pour la collecte du dimanche. Puis après ça, il y a certains partenaires autres qui s'ajoutent, dont Méran, qui sont dans l'Est, Second Life, quelques autres aussi qu'on est en train de développer d'autres partenariats. Est-ce que c'est vendu quand même à grande échelle? Ben oui, les produits, on a la chance aujourd'hui d'être rendu à la grandeur du Québec. C'est sûr qu'on a commencé par la grande région de Montréal au tout départ, mais là, on est rendu dans 140 points de vente au Québec. C'est des petits, des moyens commerces. Puis on est même rendu chez Rachel Berry. Fait que le projet s'est bien développé. On a la chance, tu sais, je disais, on ne touche pas directement les gens à la maison. En même temps, c'est pas vrai parce qu'on a la chance d'avoir des bénévoles, une communauté de 1200 bénévoles parce qu'on est un organisme à but non lucratif. Fait qu'on a la chance d'avoir des gens qui sont extrêmement motivés, qui viennent mettre la main à la pâte. Et aussi, bien, c'est une façon de sensibiliser à la réduction du gaspillage puisqu'ils voient qu'est-ce qui se passe en arrière-scène. Puis les produits aussi sont une sensibilisation à la réduction du gaspillage parce qu'on met à l'avant-plan la qualité des invendus. Parce que souvent, dans la tête des gens, le mot invendu, puis c'était ma perception au départ, c'est quelque chose qui est moisi, qui est Quelque plus chose qui bon. est plus bon, On voit c'est ça dans la ça. poubelle, mais là, on s'entend, ça ne touche pas à la poubelle, mais ces aliments qui sont extrêmement beaux au final, tu sais, qui sont mûrs à point. On enlève juste 7,6 de la nourriture au tri. Par la suite, le reste, c'est super beau pour manger en très bon état. Là. Et là, la Transformerie, c'est un organisme à but non lucratif. L'objectif, c'est pas de grandir, de ce que j'ai compris. Pourquoi? Bien, l'objectif, tu sais, d'emblée, c'est vraiment d'enrayer le gaspillage alimentaire. Enrayer veut dire à terme ne plus exister. Ça peut sembler très idéologique, mais en fin de compte, on veut se donner vraiment les moyens d'atteindre ça. Puis, tu sais, c'est pas tout seul qu'on va faire ça. Le projet Rescapé est vraiment une façon d'entrer en jeu, en scène pour l'organisation. Ça nous a permis de développer des revenus, mettre au monde l'organisation, la crédibiliser, développer des liens avec des gens dans l'écosystème alimentaire, puis de comprendre plus le gaspillage alimentaire. Ça, on veut le garder à une certaine échelle, mais on ne veut pas devenir à un point que ça va devenir tellement gros qu'on va demander aux commerçants et distributeurs de gaspiller plus pour générer plus de revenus. C'est vraiment pas cette dynamique-là. On veut juste avoir une manière de fonctionner adéquate sur ce modèle-là. Mais après ça, où est-ce qu'on va aller plus loin, c'est avec un projet qui s'appelle un laboratoire vivant, un Living Lab, qui est une structure qui est vraiment utilisée là, plein de fois à multiples reprises en Europe. Il y en a 400. 400 en Europe. Sur différentes problématiques, dont, par exemple, la qualité de l'air dans l'Europe de l'Est. Puis cette structure-là, pour l'exprimer simplement, c'est que tu mobilises les acteurs, actrices d'un écosystème. Fait que si on parle du système alimentaire québécois, fait que c'est du champ à l'assiette, agriculteurs, distributeurs, restaurateurs, tous ces gens-là. Puis, en les amenant ensemble, tu vas dire, via différents ateliers,
qui sont vraiment pas lourds et flexibles. Les gens viennent juste parler, nous autres, on anime ça, puis ils disent, bien, c'est quoi la vision commune qu'on voudrait avoir ensemble dans 10-15 ans par rapport à réduire le gaspillage, réduire l'empreinte carbone du système alimentaire. On parle d'économie circulaire. Dans un deuxième temps, c'est quoi les freins obstacles à atteindre ça? Dans un troisième temps, c'est quoi les solutions ici, ailleurs, pour permettre de faire tomber ces freins-là? Puis dans une quatrième étape, c'est de dire ensemble, c'est quoi les solutions qu'on devrait optimiser, en adapter, qui viennent d'ailleurs, ou en créer des nouvelles, parce que là, on ne verra pas juste la pointe de tarte qu'on avait, notre vue de la problématique, on va voir l'ampleur de la problématique, ça va sûrement nous amener à penser différemment, à vouloir plus être impliqués. Puis là, après ça, on fait des tests pour les solutions qui sont sélectionnées, qui seraient les plus porteuses. OK. Au lieu de repartir avec plein d'autres cellules là, qui vont se développer, parce qu'il y a beaucoup de projets là, pour tenter d'enrayer ou diminuer le gaspillage alimentaire, là, on veut cesser de multiplier ces initiatives-là pour en faire une qui serait plus globale. Oui, bien, tu as bien compris. Tu sais, le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec, au printemps 2022, a sorti un portrait d'initiatives en réduction du gaspillage. Puis au Québec, il y en a 99. Fait qu'il y en a beaucoup. Il y a une super belle volonté. Nous autres, moi, sur le terrain, tout le monde a des super bonnes idées. Mais malgré toute cette bonne volonté, puis on en fait partie, ça tire dans tous les sens. Dans le sens que c'est pas coordonné. Il n'y a pas une vision systémique, c'est-à-dire du champ à l'assiette. Fait que c'est comment on s'assure de ne pas recréer 99 autres solutions, mais d'avoir une forme de structure qui permet de réfléchir à dire si on en faisait 10-15 qui vont avoir le plus d'impact, c'est lesquels qu'on sélectionne pour mettre le temps au bon endroit, l'énergie au bon endroit, l'argent au bon endroit pour être efficace, pour donner les meilleurs résultats puis réduire à la source, parce que le meilleur déchet, c'est ça qui n'existe pas. Est-ce que tu penses qu'on va y arriver? Je pense qu'on va y arriver. Mais il faut se donner les moyens d'y arriver. C'est ça que je veux dire. Dans le sens, il faut être un peu ce que je parlais tantôt. On peut faire plein de choses, mais ça peut tirer en tous les sens, puis on peut faire un petit peu n'importe quoi, même si tout le monde est de bonne volonté. C'est donnons-nous les moyens de faire les bonnes choses, les bonnes actions, puis de travailler ensemble. Il y a tellement d'intelligence. Quand je parle avec les gens, puis tu mets ça en commun, bien, ça peut tellement aller plus vite, plus loin. Souvent, en image, on dit qu'on va plus loin ensemble, mais c'est vrai, tu sais. Fait qu'il faut se donner ces moyens-là, parce que sinon, on va toujours un peu courir à rattraper qu'est-ce qui est en bout d'être gaspillé, mais c'est comment on peut agir aussi plus en amont pour qu'à la fin, il n'y ait pas ce gaspillage-là. À la place d'être en réaction, c'est plus de agissons en amont, essayons de changer les choses, des modèles d'affaires, des habitudes, des comportements, de la sensibilisation. Il y a vraiment beaucoup à penser, mais il faut juste se donner les moyens. Je pense qu'on va y arriver. Merci, Guillaume. Bien, ça fait plaisir. Merci d'être venu me voir.